Tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation Napoléon, son directeur général, son secrétaire général, de m'avoir ainsi invité à venir aujourd'hui faire une conférence. Et cette conférence, donc, le sujet, c'est 1822, un conspirateur bonapartiste, le procès du général Berton devant la cour d'assises de la Vienne. La période est celle de la... Permettez, je préfère m'asseoir. La période est celle de la Restauration, 1822. En effet, après la seconde abdication de Napoléon, qui mettait fin à l'aventure des 100 jours, Louis XVIII, qui s'était réfugié à Gand, s'empresse de revenir à Paris, où il retrouve son trône le 8 juillet 1815. En même temps, la charte constitutionnelle que le roi avait octroyée le 4 juin 1814, c'est-à-dire sous la première Restauration, est remise en vigueur. Et vous avez ici la promulgation de cette charte constitutionnelle par Louis XVIII. Donc c'est une médaille. Et vous avez ainsi le roi qui est assis sur son trône et qui tend la charte aux sénateurs de l'Empire, les sénateurs de l'Empire qui jurent de l'observer. Il faut savoir que cette charte reprend la tradition, même s'il n'y en a pas le terme, elle reprend la tradition des déclarations des droits de l'homme. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le droit public des Français » et qui contient effectivement l'énumération des droits de l'homme, l'égalité civile, l'égalité devant l'impôt et sont garanties, la liberté de la presse est maintenue, y compris donc la liberté donc, au point de vue des journaux et la liberté individuelle aussi, l'organisation judiciaire qui était héritée du consulat et de l'Empire est conservée. Enfin, s'inspirant de l'exemple du parlementarisme anglais, la charte établit un régime représentatif avec 2 chambres, une chambre des pairs, certes les pairs sont nommés par le roi, et une chambre des députés, lesquels sont élus au suffrage censitaire, mais à l'époque aussi, en Angleterre, c'était le cas. Les débuts de cette seconde restauration sont marqués par les excès de la Terreur blanche et l'élection d'une chambre ultra-royaliste. Cette chambre est du reste dissoute très vite en 1816 et depuis lors, le roi, qui est soucieux de rallier au régime le plus grand nombre de notables, Louis XVIII affirme un libéralisme modéré. Toutefois, en 1818, la France adhère à la Sainte Alliance. Cette Sainte Alliance qui a été mise en place 3 ans auparavant par les principales monarchies européennes, la Russie, l'Autriche, la Prusse et le Royaume-Uni. C'est déjà l'Europe, mais c'est une Europe des rois. Une Europe des rois de façon à maintenir la paix, mais aussi à se protéger mutuellement contre d'éventuelles révolutions. Le but de ce concert européen des monarques, c'est d'endiguer partout, dans toute l'Europe, les aspirations des peuples. Et vous avez ici une image qui représente la Sainte Alliance. Et on y voit les puissances alliées, donc les 4 puissances alliées, qui sont représentées par des anges et qui présentent ce pacte de la Sainte Alliance. Il la présente à la religion, avec la croix, la religion qui est entourée, religion chrétienne évidemment, entourée par la justice, vous avez le glaive et la balance, et de l'autre côté, la paix avec un rameau d'olivier. Dès lors, ce qui est important, je crois, par rapport à cette Sainte Alliance,
nous verrons dans cette conférence que cette affaire du général Berton, elle n'est pas seulement française. Je voudrais vous démontrer qu'elle a aussi une dimension européenne. Comme je vous l'ai dit, la France, donc, depuis 1815, 14 même, vit sous un régime parlementaire et depuis 1816, Louis XVIII s'est orienté vers un libéralisme modéré. Eh bien, patatrac, tout va changer. Tout va changer au cours de la nuit du 13 au 14 février 1820, lorsque le duc de Berry, qui est le neveu du roi, mais aussi l'espoir unique de la dynastie des Bourbons, le duc de Berry est assassiné par l'ouvrier Louvel. Alors, le criminel, on en a beaucoup discuté, mais le criminel était vraisemblablement un isolé. Seulement les ultras vont rejeter la responsabilité du crime sur les mesures libérales qui ont été prises par le président du Conseil des ministres, par le comte de Cazes, et les ultras vont imposer la démission de Decazes. Et le renvoi du président du Conseil va donc amener un retour à la droite, mais la droite la plus conservatrice. Les élections de septembre 1820 sont un succès pour les ultras et maintenant le gouvernement va multiplier les mesures de réaction. En janvier 1821, Villèle, le comte de Villèle, qui est le nouveau président du Conseil, présente un projet de loi qui va renforcer la censure. Le but, c'est de museler définitivement la presse d'opposition en créant, c'est dans le projet, et ce sera plus tard dans la loi, les termes sont un délit de tendance. On va donc créer un délit de tendance, passible donc des tribunaux correctionnels, un délit de tendance qui est en fait un délit d'opinion. Dès lors, la gauche libérale, qui est dépouillée de ses armes légales pour s'exprimer à cause justement de cette restriction importante apportée à la liberté de la presse par ce renforcement de la censure, la gauche libérale, eh bien, elle ne peut pas faire autrement que de prendre une forme secrète, parce que si elle s'exprime au grand jour, évidemment, elle risque le tribunal correctionnel. Et je vais donc exprimer cette forme secrète prise par la gauche, c'est ce qu'on appelait la charbonnerie. Une société secrète qui s'est donc appelée la charbonnerie. Je vais d'abord l'exposer, et ensuite nous verrons évidemment la personnalité de Jean-Baptiste Berton, du général Berton, et puis la conspiration qui l'a mené à Thouars et à Saumur, et enfin son procès, sa condamnation à mort et son exécution. Mais tout d'abord, une société secrète, la charbonnerie. L'une des premières révolutions contre l'absolutisme royal a lieu en 1820 à Naples, dans le royaume des Deux Siciles. L'insurrection a été dirigée par le général Pepe pour obtenir une constitution du roi Ferdinand Ier. Cette alliance oblige, cette insurrection, elle a pris fin par une intervention de l'Autriche qui est venue ainsi aider le roi Ferdinand, et en application donc du pacte de la Sainte Alliance, qui justifie un droit d'ingérence, c'est un véritable droit d'ingérence, lorsque l'ordre providentiel européen, l'ordre chrétien européen, se trouve ainsi menacé. Eh bien, ce général Pepe appartenait à une société secrète, la Carboneria. Cette Carboneria, elle luttait pour obtenir la libéralisation des systèmes politiques
Et vous savez aussi que cette Carboneria va aussi lutter pour obtenir l'unité italienne. Ça, c'est plutôt vers Napoléon III, évidemment. Et il y a un étudiant parisien qui s'appelait Pierre Dugier. Pierre Dugier, il est allé à Naples, il a participé à cette révolution napolitaine, et Dugier va se familiariser avec les méthodes des Carbonari. Et à son retour, eh bien, avec quelques amis, le 1er mai 1821, il va fonder une charbonnerie, cette fois une charbonnerie française. Et vous avez là au-dessous, justement, au-dessous du titre, vous avez des fours. Ce sont des fours pour fabriquer du charbon de bois. Et cette image, elle appartient à un diplôme de charbonnier de Dole dans le Jura, c'est un peu plus tard, c'est en 1833. Et en effet, cette société secrète, elle s'inspirait d'un compagnonnage, celui des bons charbonniers de Franche-Comté. Les bons charbonniers de Franche-Comté qui, dans les forêts, eh bien, fabriquaient du combustible, du charbon de bois, à partir donc vous savez que la Franche-Comté, le Jura a des grandes forêts, et donc à partir de ces arbres, on fabriquait du charbon de bois, et vous avez donc ces bons compagnons qui fabriquaient ainsi, et vous avez cette image. Et justement, cette charbonnerie, ces bons compagnons charbonniers, la société était secrète, elle serait née au XVIIIe siècle, donc en Franche-Comté, et elle a été, enfin c'est une hypothèse, mais elle est vraisemblable, elle a été importée à Naples par un comtois, franc-comtois, qui est devenu secrétaire de Joachim Murat, qui était donc le beau-frère de Napoléon, et qui a été nommé roi de Naples. Et il y a dans cette charbonnerie, il y a des rites d'initiation, il y a des signes de reconnaissance aussi. Bon, je les décris dans l'ouvrage que j'ai rédigé. Alors, ça pourrait faire penser à la franc-maçonnerie, évidemment, mais c'en est tout à fait distinct. Vous aviez des charbonniers qui étaient francs-maçons, des francs-maçons qui étaient charbonniers, mais les deux organisations, à l'époque, sont bien distinctes. Et cette charbonnerie française, elle comprend des petits groupes que l'on appelle des ventes. Alors, ça n'a rien à voir avec l'action de vendre. Les ventes sont simplement les références, c'est par référence justement aux coupes de bois de façon à les transformer en charbon. Et à la tête de ces ventes qui se dispersent dans l'ensemble du territoire, il y a une vente suprême, et à la tête de cette vente suprême, vous avez certes des étudiants, puisque Dugier en fait partie et quelques-uns de ses amis, mais il y a aussi des personnalités, et la principale, c'est le marquis de Lafayette. C'est le marquis de Lafayette qui est député, le général de Lafayette, là c'est ce général vieilli, hein, ce n'est plus le fringant officier de la guerre d'indépendance et des débuts de la Révolution française, mais il est toujours là et il compte évidemment puisqu'il est membre de la Chambre des députés, et il y a aussi d'autres personnages importants comme le marquis d'Argenson, Kerattry, le général Foy, etc., etc. Et vous avez ainsi un certain nombre de notables parisiens qui sont membres de cette vente suprême. Et en province, il y a une ville qui est Saumur. Saumur, c'est un des bastions de ce mouvement charbonnier. En effet, dès 1821, une société secrète qui s'appelait les Chevaliers de la Liberté y a pris naissance, et cette société s'est aussitôt affiliée à la charbonnerie tout en conservant son nom. Et il faut savoir aussi que Saumur, c'est une ville militaire, et la moitié des officiers et sous-officiers
de l'école de cavalerie, surtout les sous-officiers, étaient membres de cette société secrète des chevaliers de la liberté. Et en décembre 1821, face au ministre Villèle, la Vente suprême à Paris, elle décide de passer à l'élection de façon à imposer au roi un gouvernement provisoire, un gouvernement qui serait composé cette fois de libéraux. Le soulèvement qui est envisagé par cette Vente suprême, c'est de combiner des opérations à la fois sur Saumur et sur Belfort. Vous voyez, 2 points en France éloignés, des insurrections donc en Anjou et en Alsace. Mais c'est un double échec. C'est un double échec. Pourquoi? Parce qu'à Saumur, l'école de cavalerie, qui devait être l'épicentre de la sédition, eh bien, à l'école de cavalerie, le complot a été éventé et n'a donc pas pu être exécuté. Quant à Belfort, le rôle suspect de certains conjurés a fait découvrir aussi le complot aux autorités militaires. Donc c'est un double échec, mais Lafayette, tout opiniâtre, Lafayette est prêt à recommencer à la première occasion. Et pour donner à cette prochaine conspiration des chances de réussir, eh bien, il choisit de mettre à sa tête Jean-Baptiste Berton, un général d'Empire qui a été mis à la retraite d'office en 1820. Et Berton personnifie effectivement l'ancienne armée persécutée par la monarchie. Donc, voyons Jean-Baptiste Berton, général d'Empire à la retraite. Jean-Baptiste Berton, le voilà, d'après une lithographie. Jean-Baptiste Berton, est plutôt au départ, c'est Jean-Baptiste Breton. Et c'est plus tard qu'il s'appellera Berton. Il est né le 15 juin 1769 à Heuilly. C'est aujourd'hui dans le département des Ardennes. Ses parents appartiennent à la bourgeoisie rurale et par la suite, ils viennent s'installer tout à côté dans la commune de Francheval. Dès l'âge de 8 ans, l'enfant est placé au collège de Sedan, puis à 17 ans, en 1787, il entre à l'école militaire de Brienne, d'où Bonaparte était sorti 3 ans auparavant. N'ayant pu intégrer l'école d'artillerie de Châlons-sur-Marne, qui avait été créée en 1791, il est revenu à Francheval et il a participé à la garde nationale. On est au début de la Révolution. Et c'est là, du reste, qu'il va changer son nom de Breton pour celui de Berton. En juillet 1792, au moment de la levée des bataillons de volontaires pour défendre les frontières, il s'est engagé comme sous-lieutenant dans la Légion des Ardennes et qui avait été formée par le général Dumouriez, Légion des Ardennes, dont la cavalerie est devenue ensuite le 23e régiment de chasseurs. Et Berton va participer à toutes les campagnes de la Révolution et de l'Empire. Le 24 juin 1794, il est élu lieutenant. À l'époque, les officiers étaient élus. Et l'année suivante, il est aussi capitaine. En 1798, il est en Belgique annexée. Et c'est à Namur, le 21 octobre en 1798, qu'il a épousé Marie-Thérèse Botson. Et de leur union sont nés 2 garçons, Charles-Louis et Adolphe. Oui, mais la signature du traité de Lunéville en 1801 avec l'Autriche, puis la signature de la paix d'Amiens avec le Royaume-Uni a entraîné son licenciement. On a moins besoin d'armée, évidemment, et il revient donc à la vie civile
mais ce sera de courte durée. En effet, après la rupture de la paix d'Amiens en 1803, il reprend du service sous les ordres du général Bernadotte. Et là, il va participer à toutes les grandes batailles napoléoniennes. Il est à Austerlitz, il est à Iéna, etc., etc. Et du reste, pour sa brillante conduite, en 1806, il est décoré de la Légion d'honneur et le 14 février 1807, il reçoit le grade de chef d'escadron. Berton est alors envoyé en Espagne où il se distingue à la bataille d'Espinosa dans les montagnes de Cantabrie. Et au cours d'une revue à Burgos en 1808, il est présenté à Napoléon, Napoléon qui le fait adjudant-commandant, c'est un grade d'état-major, et il le fait aussi chevalier de l'Empire. Vous avez ainsi les armes de chevalier de l'Empire du général Berton. Et le dessin est l'œuvre d'une autrice qui est dans la salle, Virginie, c'est ma fille, qui a respecté les règles héraldiques pour me faire ce très beau dessin du blason donc, du général Berton. Et le nouveau chevalier va donc s'illustrer encore. Il s'illustre au col de la Sierra Morena et le maréchal Soult le nomme gouverneur de Malaga, mais pas très longtemps. En effet, après la défaite des Arapiles, près de Salamanque, les Français doivent évacuer l'Andalousie et dès lors, la guerre n'offre plus qu'une suite de retraites désastreuses, des retraites quand même qui lui fournissent pourtant l'occasion de faire connaître ses mérites et notamment en 1813, il est nommé général de brigade. Lorsque la grande armée qui est poursuivie par Wellington et les troupes coalisées franchit les Pyrénées, Berton, qui seconde de tout son pouvoir le maréchal Soult, Berton va participer sous ses ordres à la bataille d'Orthez, près de Pau, et puis à celle de Toulouse en 1814. Sous la première Restauration, il est licencié et il est mis en demi-solde tout en conservant tout de même son grade militaire. Et par décret de Louis XVIII, il est même fait en 1814, le 13 août, il obtient la croix de Saint-Louis. Après le retour de Napoléon au son jour, eh bien, il a repris du service et notamment, il a participé à la bataille de Waterloo. Il a même écrit plus tard un précis sur cette bataille qui est du reste un bon exposé justement de la bataille et des revers de Napoléon. De retour à Paris, après la seconde Restauration, là, il est arrêté comme suspect et il est détenu sans jugement à la prison de l'abbaye, donc l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il est libéré après 5 mois de détention, mais il est enfermé à nouveau et sera relâché une seconde fois. Ce général en demi-solde demeure profondément marqué par le séjour en milieu carcéral. Il accumule dès lors les rancœurs contre le gouvernement et il rejoint de ce fait l'opposition libérale. À cause de ses idées avancées, il est très imprudent aussi, qu'il exprime à tout vent, il est l'objet d'une surveillance étroite de la part de la police et son comportement subversif a des conséquences, notamment sur son train de vie. Son train de vie qui finit par être réduit à néant. Pourquoi ? Parce qu'une ordonnance royale en 1820 le met en disponibilité et lui enlève la demi-solde dans laquelle il avait été placé. Et même, le 13 septembre 1820, il est rayé des contrôles de l'armée, ce qui entraîne sa mise à la retraite anticipée sans pouvoir bénéficier tout de suite d'une pension. Berton s'estime lésé et il va adresser une pétition aux deux chambres
Et celle qu'il adresse à la Chambre des députés est discutée le 28 mai 1821, et c'est comme cela que Lafayette, qui représente la Sarthe, que Lafayette a connaissance de son existence. Et Berton devient pour Lafayette l'homme de la situation, et quand il va le solliciter, eh bien, le général accepte donc de prendre la tête de la conspiration que Lafayette a imaginée, qui a été imaginée aussi par la haute vente de la Charbonnerie. La conspiration de Thouars et de Saumur. Donc en février 1822, Berton se rend à Saumur, où il est reçu par les chevaliers de la liberté. Les réunions secrètes sont tenues chez le docteur Café, qui est un ancien chirurgien de l'armée d'Espagne et qui est surnommé le médecin des pauvres. Le plan des conjurés consiste d'abord à se rendre à Thouars. Pourquoi Thouars? Parce que les habitants sont favorables aux idées libérales, et il faut dire aussi que la force armée à Thouars se réduit à une gendarmerie de 5 gendarmes seulement. Et puis ensuite, eh bien, de Thouars, on pourra revenir à Saumur dans une marche que l'on espère triomphale, de façon toujours pareille à soulever l'école de cavalerie. Le général, donc, qui est arrivé, on l'amène dans une malposte et il arrive à Thouars le 12 février au matin de Saumur. Là, il loge chez Guillaume Sauger et les autres conjurés sont pour la plupart des habitants de la ville, dont le commandant de la garde nationale qui s'appelle Jean-Pierre Pombas. Et les 3 jours suivants se passent à fixer les derniers préparatifs. Mais au fond, Berton bien, s'en occupe pas. Il laisse Pombas s'en occuper, puis d'autres conjurés. Lui se contente de parader sans vraiment s'y intéresser. En tout cas, le 24 février à 4 heures du matin, une petite troupe qui est conduite par Pombas va s'emparer de la gendarmerie assez facilement, dirons-nous, et ensuite, eh bien, on va se diriger vers l'hôtel de ville où le drapeau blanc va être remplacé par le drapeau tricolore. Eh bien, maintenant que tout est prêt, Berton, il peut entrer en scène, et il va entrer en scène dans son bel uniforme de maréchal de camp. Maréchal de camp, c'est l'équivalent, sous la Restauration, du grade de général de brigade. Et donc, là, il va faire une proclamation. Il va dire qu'il est le chef d'une conjuration, mais elle n'est pas propre à Thouars. Cette conjuration, elle se produit dans d'autres villes, et un gouvernement provisoire a été établi pour remplacer le ministère en place. Et puis, un rassemblement va se former. Alors voilà les épaulettes, oui, aussi, du général Berton, qui serait, enfin en tous les cas, c'est qu'on le présente comme cela, au musée Henri Barré de Thouars. Elles sont du reste en assez mauvais état. Donc, on va se réunir. D'abord, on se réunit sur la place de Thouars. Si vous connaissez Thouars, c'est la place Saint-Médard. On se réunit donc à Thouars. Et donc, alors là, l'image est largement postérieure. Hein, c'est tiré de l'histoire populaire et contemporaine de la France. Vous avez ainsi donc Berton qui fait sa proclamation, un garde national qui tient le drapeau tricolore, Pombas qui est derrière lui, et puis vous avez devant, il y a un tambour aussi à l'arrière, et puis vous avez devant aussi des habitants de Thouars, des paysans qui sont venus aussi des environs, des gosses, etc. Et donc c'est l'enthousiasme, hein, c'est l'enthousiasme tout à fait. On crie vive la liberté, on crie vive l'indépendance. C'est intéressant parce que l'indépendance, c'est l'indépendance de la France vis-à-vis de la Sainte-Alliance, évidemment. Ça, c'est quand même assez intéressant. On crie vive la charte, évidemment. Hein. Assez peu vive la République.
très très peu aussi vivent Napoléon, de toute façon il est mort. Et puis quelques-uns quand même vivent le roi de Rome. Et on crée aussi donc vive le roi aussi, pourquoi pas. Et ça s'explique aussi le vive le roi que l'on va pouvoir crier dans l'assistance. Et donc à partir de là, on va se réunir un peu plus loin sur la place Lavaux, qui est beaucoup plus grande. Et là, cette fois, une colonne va se mettre en marche. Ils sont à peu près 130. Hein, on attendait des milliers de conjurés. Ils ne sont que 130 à peine qui vont ainsi se mettre en marche. Et puis, celui qui est en tête de colonne, c'est un tisserand qui s'appelle François Jaglin. On l'a choisi parce qu'il est grand, fort, costaud. Donc, c'est lui qui va porter le drapeau tricolore en tête de la colonne. Et ainsi, donc, ils vont à marche très lente, du reste, il faut bien se rendre compte. On s'arrête dans les auberges aussi, on se restaure. Berton a obtenu un prêt du banquier Laffitte, alors il peut largement distribuer de l'argent, et on s'arrête beaucoup. On perd son temps, en réalité. Hein. On perd son temps, et on arrive finalement le soir à Saumur quand même. On arrive à Saumur, et là, au pont Fouchard, sur le Toué, les insurgés qui sont fatigués, qui sont mal armés aussi, on a de vieux fusils, des bâtons, on a quelques fourches aussi, c'est tout, hein, vraiment, ils ne sont pas du tout armés comme il fallait. Eh bien, ils ont la désagréable surprise, parce qu'ils attendaient d'être accueillis à bras ouverts par l'école de cavalerie. Eh bien non, l'école de cavalerie, elle est bien là. Elle est bien là, mais elle est sous les armes, elle est contre eux, de l'autre côté du pont Fouchard. Et ce qui était jusqu'ici, qu'on peut bien dire une conspiration d'opérette, ça risque de tourner au drame, parce qu'ils sont ainsi des deux côtés du pont, et ça risque de tourner mal. Et Berton va hésiter à donner l'assaut, et puis il va ordonner la retraite. Il ordonne la retraite, il le dira plus tard, pour ne pas verser le sang français. Et là, il va se réfugier du côté de La Rochelle, et il va prendre contact avec d'autres conspirateurs. Ce sont les 4 sergents. Les 4 sergents de La Rochelle, ces 4 sergents dont le complot était vanté au mois de mars. Ces 4 sergents, leur procès aura lieu à Paris du 21 août au 5 septembre 1822, donc c'est la même année, et les 4 sergents ont été guillotinés en place de Grève, c'est-à-dire aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville. Donc Berton est en retrait, il est à La Rochelle, il se cache évidemment, mais il va revenir à Saumur parce qu'il ne veut rien lâcher. Hein. Maintenant, il s'est pris au jeu en quelque sorte. Au départ, c'était un peu un héros comme ça, qui parade, mais maintenant, il tient à sa conspiration, il ne veut rien lâcher, et il va revenir à Saumur au mois de juin pour tenter de reprendre les choses en main. Et là, il va être trahi par un maréchal des logis, Walfel. Walfel avait fondé une vente au sein de l'école de cavalerie. Alors, non, c'est plus l'école de cavalerie, excusez-moi. Il a fait l'école de cavalerie qui avait été un peu quand même suspectée, a été dissoute, et on a mis à la place dans les bâtiments un autre régiment qui est le régiment des carabiniers de Monsieur. Et les carabiniers de Monsieur, alors c'est évidemment Monsieur, c'est le comte d'Artois, hein, c'est le futur Charles X. Mais malgré tout, Walfel avait créé une vente au sein du régiment, mais Walfel, en réalité, était aux ordres du gouvernement, et il va donc trahir Berton, et Berton est arrêté, ainsi qu'un certain nombre de conjurés, soit qui sont restés chez eux, soit qui sont revenus. Ce qui m'amène au procès de Poitiers, le procès à Poitiers, les condamnations à mort et l'exécution. Alors, puisque l'affaire était partie de Thouars, ce sont les Deux-Sèvres, eh bien,
théoriquement, le procès aurait dû se dérouler devant les assises des Deux-Sèvres, c'est-à-dire à Niort. Oui, mais pour des raisons politiques, ça se fait encore aujourd'hui, eh bien, on va délocaliser le procès à Poitiers. C'est sur l'intervention notamment du procureur général près la cour royale de Poitiers, qui s'appelait Collot Mangin, et donc le procès aura lieu au palais de justice de Poitiers. Le général Berton et 38 autres conjurés, dont le docteur Café, c'est lui qui tenait les réunions à Saumur, c'était là qu'avaient lieu les réunions, Guillaume Sauget, qui a logé Berton à Thouars, et François Jaglin, le pauvre Jaglin, on lui avait mis ce drapeau tricolore entre les mains pour qu'il conduise ainsi la colonne. Eh bien, Jaglin sont aussi conduits à Poitiers pour être jugés avec d'autres conjurés. Il y a aussi beaucoup de conjurés qui seront condamnés par contumace, mais c'est aussi important pour la suite. En tous les cas, la cour d'assises de la Vienne donc, se réunit à Poitiers. Là aussi, l'image est fantaisiste, évidemment. Elle est tirée du même ouvrage, d'histoire populaire et contemporaine de la France. Donc, vous avez Berton devant ses juges. Cette cour d'assises se réunit donc le 26 août 1822. Elle est présidée par le conseiller Parigot et le ministère public est occupé par le procureur général Mangin. Les 12 jurés, de l'aveu même du préfet de la Vienne, les 12 jurés ont été triés sur le volet. En effet, tous sont de bons royalistes et appartiennent soit à la noblesse, soit à la bourgeoisie qui est fidèle au pouvoir établi. Il y a en tout 18 audiences entre le 26 août et le 12 septembre 1822, 18 audiences au cours desquelles Mangin va se surpasser vraiment pour amener les jurés à prononcer un verdict de culpabilité. Mangin, en ayant l'air de se tenir sur le terrain de la stricte égalité, et l'égalité aussi, eh bien, Mangin, en réalité, bouscule les règles. Tout est permis à l'accusation, mais tout est interdit à la défense. Au cours de son interrogatoire, Berton répond avec fermeté. S'il a accepté d'être mis à la tête de la conspiration, c'est en vue de faire respecter la charte, et j'insiste bien là-dessus, respecter la charte sans vouloir remettre en cause les institutions monarchiques. Son intention semble d'avoir été plutôt de faire une démonstration pacifique sous les trois couleurs pour montrer la détermination du peuple à empêcher la restriction des libertés que le gouvernement est en train de mettre en œuvre avec son projet de loi de création d'un délit de tendance qui empêcherait la presse d'opposition de s'exprimer. Lorsque les débats sont clos, le procureur général Mangin, le voilà, va prononcer, il est très jeune, hein, va prononcer ce réquisitoire et plus tard, eh bien, là, il est en uniforme de préfet de police de Paris, donc il aura il va monter en grade, hein, donc il va être préfet de police de Paris d'août 1829 au 30 juillet 1830. Le 30 juillet, il est là au moment des Trois Glorieuses. C'est lui qui est le préfet de police à Paris au moment des Trois Glorieuses qui mettront fin donc à la période de la Restauration et donc au règne de Charles X. Et Mangin, à Poitiers, donc 8 ans auparavant, Mangin va chercher à relier cette conspiration de Thouars et de Saumur aux complots qui ont été déjoués ailleurs, notamment à Belfort et à La Rochelle.
Certes, les preuves matérielles lui manquent pour l'affirmer, mais dit-il, vous trouvez plus de preuves que dans des preuves morales. Hein. Ce qui est important, les preuves morales presque sont plus importantes que les preuves matérielles. En effet, il veut démontrer que Berton n'a été que l'agent d'une faction. Il n'a été au fond qu'un pion. Un pion qui a été manipulé par des conspirateurs beaucoup plus puissants et à travers Berton, évidemment, Mangin, qui est aussi téléguidé par le garde des Sceaux, Mangin veut atteindre les membres de la Vente suprême, c'est-à-dire Lafayette, le général Foy, l'avocat Manuel, Benjamin Constant et d'autres qui sont donc dans l'opposition libérale. Au moment des plaidoiries, Berton a refusé d'être assisté par un avocat. On en a quand même mis un commis d'office qui aurait une belle carrière aussi politique, c'est Sylvain Drault. Mais lui-même va donc se défendre tout seul. Il va insister sur ce qu'il a déjà formulé au début du procès, c'est-à-dire que le mouvement qu'il a dirigé, ce n'est pas pour renverser la monarchie, c'est pour obtenir le maintien et l'application de la charte, uniquement la charte, rien que la charte. Mais ce qui est important, et ça je crois que justement pour la dimension européenne, c'est important ce qu'il va dire par la suite, c'est qu'il va dire que ma conduite, au fond, elle s'apparente à ce qui s'est passé quelques années auparavant en Espagne. En effet, en Espagne, deux généraux, Rafael del Riego et Antonio Quiroga, en 1820, ces deux généraux ont soulevé la Galice et l'Andalousie pour contraindre le roi Ferdinand VII à rétablir la constitution de Cadix, une constitution qui avait été proclamée par les Cortés en 1812 au moment de la guerre d'Espagne contre Napoléon. Et en effet, après donc une restauration absolutiste au départ de Napoléon avec Ferdinand VII, eh bien, en effet, en 1820, l'Espagne a connu ce qu'on appelle, au-delà des Pyrénées, on appelle le triennat libéral. En effet, l'Espagne va connaître une orientation libérale pendant 3 ans, sans avoir renversé le roi catholique. Et encore aujourd'hui, ce triennat libéral est une sorte de prémisse très invoquée en Espagne du retour de la monarchie après l'époque franquiste. On rappelle que déjà, il y a eu 3 ans, il n'y a eu que 3 ans, mais 3 ans, de 1820 à 1823, en Espagne, il y a déjà eu un régime qu'on peut apparenter au parlementarisme avec les Cortés, donc un régime tout à fait libéral. Donc Berton va insister là-dessus. Il va insister donc qu'il n'y a pas qu'en France que ça s'est passé, que ça s'est passé aussi également en Espagne, sans renverser le roi. Et enfin, avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation aussi, Berton va demander au jury la grâce de ses co-accusés. En effet, je vous l'ai présenté un petit peu comme un conspirateur d'opérette, là, un peu théâtral, un peu capricieux. En effet, là, devant ces juges, Berton se transforme en ce que j'appellerais un héros romantique qui est prêt à se sacrifier pour que les autres conjurés aient la vie sauve. Les jours suivants sont consacrés aux plaidoiries des avocats des autres accusés, puis, à l'audience du 11 septembre, le président va demander aux divers accusés ce qu'ils ont à ajouter pour leur défense. Et là, Berton se lève encore une fois et il s'adresse directement. Il s'adresse directement à Mangin et il se fait en quelque sorte un procureur contre lui. Voilà ce qu'il lui dit. Du sang, et encore du sang. Voilà ce qu'on vous demande, s'adresse au jury évidemment aussi. Monsieur Mangin est un cosmopolite de la politique. De nouveaux triomphes l'appelleront ailleurs et il vous abandonnera à la contemplation de vos victimes. La phrase est très dure
Et puis le général va renouveler sa proposition généreuse d'offrir sa vie pour épargner celle de ses compagnons. Et par la suite aussi, les autres conjurés vont implorer à leur tour l'indulgence des jurys. L'arrêt de la cour d'assises est prononcé le 12 septembre 1822. Berton, le docteur Caffé, Guillaume Sauget, François Jaglin et 2 autres conjurés sont condamnés à mort. Les autres inculpés sont condamnés, eux, à des peines de prison et à des peines d'amende. Quelquefois, du reste, les deux. 2 sont acquittés. Les 6 condamnés à mort se pourvoient en cassation. Et Berton a notamment des arguments solides pour obtenir ainsi la cassation par la Cour suprême. En effet, 2 arguments. Il n'y a pas eu de ministère d'avocat. Hein, on lui a commis d'office un avocat qui, du reste, s'est effacé. Et puis, il y a aussi l'attitude odieusement partisane du procureur Mangin à son égard. En effet, tout cela quand même est cousu de fil blanc. Le pourvoi est rejeté le 3 octobre et ensuite tout va très vite. Louis XVIII accorde sa grâce à 2 condamnés, ceux qui étaient les moins engagés dans la conspiration, mais il la refuse à ceux qu'il considère comme les meneurs, c'est-à-dire Berton, le docteur Caffé, Guillaume Sauget et François Jaglin. L'exécution a lieu le 5 octobre pour Berton et le docteur Caffé. Tôt le matin, le vicaire général du diocèse et 2 autres prêtres viennent apporter aux condamnés les secours de la religion. Le docteur Caffé reçoit son confesseur en restant couché, et prétexte une maladie, et tout en conversant avec ainsi le prêtre, eh bien, il était chirurgien, il s'est ouvert l'artère crurale avec une lancette et s'est donc suicidé dans sa prison. Berton s'est aussi confessé, ce qu'on a après, par la suite contesté, je vous expliquerai pourquoi, et puis ensuite, eh bien, il va être livré à l'exécuteur de la haute justice à 11h15. Il est monté sur une charrette découverte et il est conduit à la place du pilori. C'est aujourd'hui la place de la Liberté. Et vous avez encore une image, une gravure qui est aussi assez fantaisiste. La place est beaucoup plus petite. Il n'y a pas d'aussi beaux immeubles autour. On aperçoit quand même un clocher qui existe toujours aujourd'hui. Mais enfin, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. De toute façon, il n'y a pas d'autres images. Et là, sur l'échafaud, Berton va crier d'une voix haute et claire « Vive la liberté, vive la France !» avant que sa tête ne roule dans l'odieux panier. 2 jours plus tard, Jaglin, celui qui avait porté le drapeau tricolore au cours de la marche sur Saumur, et Sauget, qui avait reçu Berton sous son toit, sont guillotinés à Thouars. La tête et le corps du général Berton ont été mis dans un cercueil qui a été conduit dans un cimetière de la ville où il a été enterré. Et après 1830, son fils a obtenu qu'une pierre tombale marque l'endroit où le général a été inhumé avec cette inscription « Le général Berton, mort pour la liberté, octobre 1822 ». Alors, maintenant, qu'en est-il dans la mémoire, en quelque sorte, du général Berton ? Sous la Troisième République, évidemment, cette mémoire des conjurés victimes d'un régime monarchique est entrée dans l'histoire, est entretenue par les républicains. D'abord, les noms du général Berton est donné à une rue de Poitiers et à Thouars aussi. Donc il y a une rue du général Berton. On comprend aussi que la sévérité de la monarchie à l'égard du général Berton et à l'égard de ses co-accusés fait réagir, au fond, les républicains sous la Troisième République. Et c'est vrai que
cette sévérité est indéniable. Je vous rappelle le procureur général Mangin, qui, aux ordres du garde des Sceaux, s'est acharné contre eux au cours de leur procès. Mais par la suite, l'historiographie républicaine en a fait des martyrs, et à juste titre, hein, des martyrs de la liberté, des victimes d'une répression impitoyable. Toutefois, si l'on veut bien creuser davantage, c'est mon opinion, hein, elle n'est pas partagée. Mais moi, je crois que cette conspiration n'avait pas pour but de renverser le régime, comme on l'a dit parfois, ou comme l'ont dit les républicains par la suite. Je crois que, d'abord, la pensée politique de Berton, elle est très difficile à cerner. Très difficile à cerner. Alors certes, c'est un admirateur fervent de Napoléon. Il a même voulu que déjà sous la Restauration, il y ait un retour des cendres à Paris, après la mort à Sainte-Hélène. Donc c'est vrai que, mais au fond, la cause bonapartiste, elle s'est endormie, justement, après le décès de l'empereur à Sainte-Hélène. En 1821, et le petit roi de Rome, même, il est d'abord à Vienne, il est tout jeune, et par conséquent, bon, son rôle s'efface complètement. En tous les cas, ce qui ressort des écrits du général et aussi de ses déclarations au procès de Poitiers, moi je crois beaucoup plus qu'il s'attachait véritablement au maintien de la charte. C'était ça, au fond, l'esprit des conjurés, c'était la charte, l'application de la charte, et qu'on n'en arrive pas justement à cette loi qui sera votée, évidemment, cette loi qui va ainsi museler complètement la liberté de la presse, et museler, parce que la presse est important, museler aussi les autres libertés. En effet, Berton, moi je crois que ce qui ressort de ses écrits, eh bien, au fond, malgré son ressentiment à l'égard des Bourbons, et on le comprend, malgré cela, au fond, ce que je pense, il est devenu un petit peu comme Lafayette, et d'autres aussi, des maréchaux d'Empire aussi, il est devenu, au fond, un monarchiste de raison. Un monarchiste de raison, c'est-à-dire pas un monarchiste vraiment engagé, nous sommes bien d'accord, mais de raison parce qu'au fond, il y a une charte. Les libertés dans la charte étaient quand même proclamées. On est en train de les restreindre. Et s'il y a cette conspiration, c'est contre Villèle, contre le gouvernement, de façon à ce qu'on change de gouvernement et qu'on en arrive à un gouvernement provisoire qui serait composé de libéraux. Alors, maintenant, qu'en est-il, puisque je vous ai annoncé une dimension européenne de cette conspiration? D'abord, je vous rappelle l'origine italienne de la charbonnerie, le général Pepe. Je voudrais rappeler aussi les références au succès des généraux espagnols contre le roi Ferdinand VII, de façon à respecter la constitution de Cadix. Je vous ai rappelé aussi les cris qui ont été poussés à Thouars, vive l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance de la France par rapport, et sa souveraineté, en quelque sorte, hein, par rapport à la Sainte-Alliance. Et au fil, justement, je crois qu'il faut aussi terminer en examinant le destin des contumaces, hein, ceux qui ont échappé aux condamnations. En effet, ces contumaces, beaucoup d'entre eux vont se réfugier en Espagne. Ils vont se réfugier en Espagne parce que, évidemment, en Espagne encore, et je vous dis, on est en plein triennat libéral, hein, 1820-1823. Donc, ils vont se réfugier en Espagne. Oui, mais en Espagne, il va y avoir une réaction de la part de Ferdinand VII. Ferdinand VII, en s'appuyant sur les thèses interventionnistes de la Sainte-Alliance, va solliciter l'aide des autres monarques de façon à rétablir l'absolutisme en Espagne. C'est le congrès de Vérone. Et là, effectivement, le Royaume-Uni s'est un petit peu mis de côté.
à l'exception du Royaume-Uni, au Congrès de Vérone, les grandes puissances européennes, c'est-à-dire Russie, Autriche et Prusse, vont souscrire à une intervention, une ingérence en Espagne, une intervention qui est destinée à mettre fin au pouvoir des Cortés et à mettre fin au triennat libéral. Et qui va recevoir la mission ainsi de conduire l'armée contre les Cortés, contre ce libéralisme espagnol? Eh bien, c'est la France qui va avoir la mission, recevoir la mission de rétablir l'absolutisme en Espagne. En effet, la mission est confiée à une armée française qui est commandée par le duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême, c'est l'autre neveu de Louis XVIII. Et le duc d'Angoulême va remporter contre les libéraux espagnols en 1823 la victoire du Trocadéro. Si à Paris, il y a une place du Trocadéro, c'est un petit peu étonnant, mais c'est pour célébrer ainsi cette victoire du duc d'Angoulême sur les libéraux espagnols. Victoire qui a mis fin donc au triennat libéral et qui a permis de restaurer l'absolutisme en Espagne. Or, eh bien, les contumaces de Poitiers, ils vont soutenir les révolutionnaires espagnols. Ils vont soutenir la révolution espagnole. Ils vont se battre à leur côté. Et même contre l'armée française, contre l'armée du duc d'Angoulême, ils vont se battre notamment sur la Bidassoa, à la frontière, contre des Français. Et aussi en 1823, un autre conjuré contumace qui s'appelait le lieutenant Delon, qui donc avait échappé à la condamnation de Poitiers, eh bien lui, il est parti en Grèce. Il est parti en Grèce, la Grèce qui est alors en pleine guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman. Et la Grèce va devenir en quelque sorte, à l'époque, le creuset de tous les libéraux en provenance de l'Europe. Il va y avoir des Français, des Britanniques, des Allemands, des Polonais, des Italiens qui vont se battre aux côtés des Grecs contre le sultan pour obtenir l'indépendance. Alors vous me direz, la Sainte Alliance, oui, le sultan, lui, il est musulman, hein, nous sommes bien d'accord, mais malgré tout, le sultan ottoman, eh bien, il fait partie de ce concert européen, absolutiste aussi, et par conséquent, donc, la Sainte Alliance va, d'une certaine manière, soutenir le sultan ottoman contre la Grèce. Après, il y aura toute une évolution, notamment de la part des Anglais. Il y a tout un mouvement philhellène aussi en France, notamment Chateaubriand. Il y a Byron en Royaume-Uni. Et finalement, là aussi, on va évoluer. Mais pour l'instant, on est encore dans ce soutien donc, aux Ottomans contre les Grecs. Et Delon va mourir noyé en mai 1825 à Navarin, dans le Péloponnèse. Donc, je crois qu'on peut dire, en empruntant une expression imagée d'un historien qui est spécialiste des courants politiques au XIXe siècle, il s'appelle Walter Bruyère-Hostel, qui est universitaire à Aix-en-Provence. Eh bien, je crois que Thouars, Saumur, comme du reste La Rochelle ou Belfort en 1822, sont à l'échelle de l'Europe des îlots de l'archipel libéral dans un océan conservateur. En effet, ces conspirations, elles s'inscrivent dans un vaste mouvement, un mouvement qui commence tout juste à se manifester sur le continent européen en 1820-1822, mais ce mouvement va s'amplifier par la suite, d'abord par les révolutions de 1830, et surtout au moment des révolutions de 1848. On peut dire que le mouvement culmine en 1848 avec l'avènement de ce qu'on a appelé cette fois le printemps des peuples. Et je vous remercie.